Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas sûre que nous nous mettrons d'accord aujourd'hui. Les forces en présence me laissent penser qu'il y aura du débat et c'est très bien. Aujourd'hui, Alexis Poulain, bonjour, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Najwa Laïté, docteur en droit, vous êtes avocate. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Najwa, je rappelle votre livre, oui. Vous avez publié Laïcité et République, on pourra en parler avec plaisir. Également. Sophie de Menton, donc chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et Ergun Toparslan, bonjour, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Jour J, j'ai bien aimé l'édito d'Yves Tréhard aujourd'hui dans le Figaro, c'était qu'on en finisse. C'est un petit peu cela, c'est qu'on en sorte. Non, il dit qu'on en sorte. Le Conseil constitutionnel doit donc décider aujourd'hui du sort du sort, oui, constitutionnel de la loi sur la réforme des retraites. Et on va en reparler. On va parler de la mobilisation hier, une mobilisation qui faiblit, mais qui, tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs sur les, ils sont comme d'habitude pas d'accord sur les chiffres, mais toujours des violences. Et puis on a vu hier dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio que près de 70% des Français sont hostiles à cette réforme. Et puis la mixité sociale, c'est la nouveauté de Pap Ndiaye, le ministre transparent qui dit qu'il n'est pas transparent. Tiens, oui, il veut que les établissements privés accueillent de la mixité. J'ai envie de lui dire, il y a peut-être. Il s'occupe de l'éducation des enfants. C'est exactement ça, mais on va en parler. Mais déjà, commençons. La mixité, c'est déjà une terminologie assez étrange. Oui, on va en reparler. Commençons avec vous, Alexis. Alors, ça m'avait échappé. Pourtant, je suis très attentive à ce type de sujet. Parce que la campagne n'a pas eu lieu en France, mais c'est Budweiser, la marque de bière américaine, qui a sorti une bière light, Bud Light. Et le département marketing a choisi de faire un partenariat avec une influenceuse transgenre, Dylan Mulvaney, pour faire la promotion de cette bière light. Et alors, ça a été un scandale dans la communauté des aficionados de la Budweiser, puisque c'est plutôt un public un peu viril. Alors non, parce qu'il y a des pubs de Bud depuis les années 50 sur la bière et les femmes, etc. Mais qui n'ont pas apprécié l'utilisation de cette influenceuse transgenre des réseaux, Dylan Mulvaney. Qui a près de 8 millions d'abonnés. Énorme, en fait, elle a documenté son changement d'homme à femme jour par jour, avec sa chirurgie esthétique, sa prise d'œstrogène, etc., etc. Et donc, ce qui est drôle, c'est de voir tout ce public Bud plutôt classique, qui achète des Bud Light et qui les tire à la vitrette automatique, qui roule dessus avec des compresseurs. Et donc, ils se filment eux en disant plus jamais Bud. Il y a le directeur de la pub chez Bud Light, j'ose pas penser. Alors c'est une directrice marketing qui a fait l'énorme faux pas, parce que la marque a perdu plus de 5 milliards de valorisation en une journée en bourse. 800 millions d'euros, je crois. Et 800 millions d'euros en vente, puisqu'il y a eu un boycott officiel de la marque en disant c'est pas possible. Ça dit deux choses. Quand on a une marque, il faut connaître son public, et puis la deuxième chose, c'est peut-être que l'utilisation des transgenres à des fins marketing n'est pas forcément une bonne chose, ni pour les trans et la communauté en tant que telle, ni pour les marques, puisque Nike s'est aussi associé avec Dylan Mulvaney pour vendre des leggings. Ça avait créé aussi un scandale. Et il y a de plus en plus ce genre de volonté de vouloir pousser comme ça une marque en essayant des segments de marché, et voir justement la transidentité comme un segment de marché. Je pense que c'est pas quelque chose de très simple. Et puis le wokisme en général. Vous avez vu l'histoire de Barilla. Barilla aussi, il y a une publicité qui fait polémique. C'est un petit film qui a été tourné dans une école où il y a des enfants qui sont à la cantine, et puis il y a un petit enfant d'origine musulmane qui dit mais moi j'ai pas droit aux pâtes à la carbonara. Donc la petite fille, elle rentre chez elle le soir, son papa dit pourquoi t'es triste? Elle dit parce que mon copain il peut pas manger les pâtes carbonara, le papa est chef. D'un seul coup il appelle tous ses copains en disant faut qu'on trouve une solution, et donc Barilla produit la recette Open Carbonara pour une cuisine inclusive, en mettant en scène différents régimes alimentaires qui peuvent coexister
coexister au sein d'une école. Donc, par exemple, il n'y a plus d'œufs, il n'y a pas de gluten, le parmesan est remplacé par du potiron. Enfin, c'est voilà. Donc, ce sont des carbonara qui ne sont plus des carbonara. Des pâtes, ce sera du carton à la cantine pour tout le monde. Voilà, le carton. Alors, ça s'appelle une cuisine inclusive. Et c'est assez étonnant parce que Barilla avait aussi suscité une polémique il y a quelque temps parce qu'ils refusaient les homosexuels dans leur publicité en disant il n'y aura jamais d'homosexuels parce qu'on défend les valeurs. Non, on défend les valeurs de la famille traditionnelle, valeurs fondamentales de l'entreprise. Il faut croire, ça c'était en 2013, il faut croire qu'en 10 ans les choses ont beaucoup changé. Comme pour Budweiser, oui, ça change. Et donc ça, oui, vous en pensez quoi, Ergun? Je sais pas, je suis un peu stupéfait de tout ça. Je vois pas trop l'intérêt. Apparemment, s'il y a un marché derrière, il faudrait m'expliquer le pourquoi du comment. Mais jusqu'à maintenant, ça se passait bien. Il y avait des pâtes et chacun cuisinait comme il voulait. Donc, j'arrive pas trop à comprendre cet engouement sur l'inclusivité. La pâte est assez inclusive en fin de compte. Oui. Ça nous rassemblait, c'est quoi? C'est la politique divise, mais le repas rassemble. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi, inclusif? Ça veut dire c'est pour tout le monde, ça rassemble. Donc ça va de la pâte à l'école. C'est ça. Ça va l'entreprise, tout doit être mais je vous rappelle que dans les cantines scolaires, c'est déjà le cas, c'est-à-dire vous avez des menus végétariens qui s'imposent dans des cantines scolaires suite à des revendications de parents. Alors ça peut être des revendications religieuses où on vous réclame du halal, des revendications où on va dire des parents pensent à l'environnement, à l'écologie et donc ils disent consommer du bœuf c'est pas bien pour l'environnement, donc il faut que nos enfants mangent des menus végétariens à l'école. Donc tout ça pour vous dire, ça touche. Le déboulonnage des statuts. Mais voilà où on en arrive aussi, c'est le déboulonnage de la statue l'ange, l'archange Gabriel. Ça c'est de la culture, ça devient fou. Saint-Michel, j'avais raison. C'est le Conseil constitutionnel qui a jugé important de déboulonner la statue, mais par contre sur le Rio des policiers, ils s'en foutent. C'est inclusif. Voilà, tout le monde est inclus, mais c'est vrai que... Est-ce que le Conseil constitutionnel va être inclusif? On continue à parler de marque avec vous, Najwa. Alors moi, mon coup de gueule concerne la drop culture. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que la drop culture? Qui nous vient des États-Unis. Alors la drop culture, c'est une technique marketing qui consiste à vendre ou à proposer un produit en quantité limitée, sans préavis, sans en assurer la promotion sur Internet ou dans des points de vente. Alors, par cette technique, des grandes marques créent une pénurie volontairement organisée sur un produit avec ce sentiment chez le consommateur de risquer de louper l'affaire de l'année, voire du siècle. Mais cette technique peut vite donner lieu à des scènes de chaos, et on l'a vu mercredi dernier à Paris, place de la République, où 600 paires de baskets Air Max 95 créées en collaboration entre la marque Nike et une marque britannique Cortex. Eh bien, ces paires se sont vendues comme des petits pains à 190 €. La boutique qui accueillait cette vente éphémère a été pris de court. Tout s'est vendu en quelques minutes et a dû vraiment tirer le rideau parce que la tension était palpable chez les fans et consommateurs qui étaient déçus de pas pouvoir acheter cette paire de baskets tant attendue. Et puis vous avez pu remarquer concernant cette actualité que des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux où vous voyez des jeunes qui se donnent des coups de poing, des coups de pied, des fans qui sont pris de malaise, et puis un mineur, ce qui est très grave, un mineur qui a été piétiné. Non mais les images sont ahurissantes, d'une sauvagerie incroyable. Mais complètement, pour une paire de baskets, je rappelle, et des pompiers ont dû intervenir pour prendre en charge les blessés. Mais ces opérations de marketing ne sont pas nouvelles. Souvenez-vous aussi de la promotion. Excusez-moi, je vais donner le nom de la chaîne de grande distribution, c'est Intermarché, qui avait organisé une promotion de Nutella. Et donc Nutella, et là aussi, ça a été des scènes de chaos parce que le prix c'était une promotion du pot de 950 grammes était passé de 4,70 € à 1,41 €. Et là aussi, ça a déclenché des
scènes d'émeutes. Donc tout ça pour dire que c'est pas nouveau, ça nous vient en effet des États-Unis, mais sauf qu'il faudrait que ces marques qui organisent ce type d'événements marketing. C'est pas la faute des marques. Non, c'est-à-dire attendez, il faut qu'il assure un encadrement sécuritaire. Je suis désolée. Il y a la volonté de susciter cet affolement. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça voudrait dire qu'on est tellement immature, inconséquent et non maîtrisable qu'il faut faire attention à pas faire une promo qui vraiment casse le prix. Il faut faire attention, etc. Alors qu'effectivement, les marques jouent un peu sur cette espèce d'attirance. Donc il faut vraiment réfléchir sur notre société. Je crois pas que c'est le sage montre du doigt. Oui, le sage montre du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Je crois qu'il faut pas se dire attention. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Allez, on se retrouve. On est obligé de marquer une pause 9h14 sur Sud Radio. On a fait assez de pub là. On peut continuer. Nutella, Intermarché, Nike, Budweiser, bref. Allez, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, on continue, Sophie, on reprend, on arrête. On continue à débattre. On va, peut-être on va enchaîner avec vous, Sophie, justement. Ça suit notre dynamique des marques. Un peu, puisque c'est LVMH qui a été attaqué hier. Et c'est très intéressant parce que attaqué, c'est-à-dire envahi, précisé pour ceux qui n'auraient pas vu les images. C'est-à-dire que le siège, en gros, de LVMH, qui est un des sièges principaux, là où est Bernard Arnault d'ailleurs, avenue Montaigne, a été attaqué avec une violence inimaginable. Je précise, 2 vigiles quand même blessés, faut le dire. Et alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que à Haïti, qu'on en discute évidemment, c'est un chef d'entreprise qui a été attaqué. Puis c'est le fait qu'il réussit, c'est la première marque mondiale. Et c'est Bernard Arnault qui vous appelle. Voilà. Merci pour ce coup de cœur, de gueule. Et donc, vous avez fait un communiqué d'ailleurs. Voilà. Et on a Frédéric Jaillant, qui est un conseil qui réfléchit, etc., sur lequel on travaille sur tous les sujets, et qui me disait, et ça va avec tout ce qu'on disait, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette violence et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup ça explose? Et effectivement, c'est très intéressant. D'abord, il y a la transparence absolue. Maintenant, je ne sais plus qui avait dit l'heureux temps où les pauvres ne savaient pas. Et il y a la transparence absolue. On voit les riches. Non, mais c'est violent. Dans tous les pays du monde, les villages les plus pauvres, on voit des trucs hallucinants. Donc, transparence de la richesse. Le manque de respect pour l'intelligence et la culture, c'est les réseaux. Avant, tout le monde était... Maintenant, Internet l'a dit, c'est ta gueule Balzac. Je suis aussi douée que Balzac pour le savoir. Le changement sociétal complet. La famille, on préservait les enfants, on faisait attention, donnait des valeurs, elle éclate. Donc il y a beaucoup moins de ça. On va pas faire une dissertation. Non, mais dans cette émission, nous réfléchissons. Oui, nous réfléchissons. La perte des repères religieux, les nôtres pour d'autres repères, les dépenses contraintes, les iPhones, les tablettes qui ponctionnent les budgets. Non, mais c'est trop, c'est trop long. Non, c'est pas trop long. C'est extraordinaire, on peut pas réfléchir. Allez, réfléchissez. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu intéressant, je suis sûre que nos auditeurs sont plus intellectuels que vous. Ils disent que ça n'a pas été envahi et qu'il y a eu juste des fumigènes. Oui, je voudrais juste dire aux gens, imaginez, vous êtes chez vous et vous avez des gens qui rentrent chez vous avec des fumigènes à 60 ou 100. Ça peut être un peu violent. Mais c'est le symbole qui est important. C'est le symbole. Mais alors, comme ils ont fait chez BlackRock également. Mais Pardon comme les manifestants avaient envahi BlackRock. Oui. Mais je termine. Ce qui est important, c'est que c'est le symbole. C'est le symbole de la marque, de la richesse. On n'est pas fiers du fait d'avoir le premier entrepreneur mondial. On est jaloux. Une jalousie absolue. On veut leur piquer leur fric, les ruiner. Dehors les riches, dehors les entreprises qui réussissent. Non, je crois qu'à l'époque de Marx, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, il y avait une conscience de classe, il y avait une conscience aussi de lutte des classes, il y avait le capital et le travail. Aujourd'hui, il y a la même, sauf qu'on a voulu la mettre sous le tapis. Il y a eu le salariat qui est arrivé. On a quand même eu une augmentation du niveau de vie de beaucoup de personnes. On n'est plus dans une société archaïque, beaucoup moins inégalitaire, mais arrive toujours, et je suis désolé, la lutte des classes, le capital, le travail, cette séparation, elle existe, et on voit bien que le capital s'enrichit de manière obscène. C'est-à-dire que 12 milliards, même si 12 milliards de plus
arrêtez. Les milliards de Bernard Arnault ne créent pas suffisamment d'emplois par rapport aux milliards. Non, la violence, c'est celle des riches. Vous la justifiez. L'argent, c'est le sang des pauvres. Vous dites que je suis obscène. Non, mais je vous dis que l'argent, aujourd'hui, pourquoi il y a cette violence? Parce que c'est obscène de voir autant d'argent, d'argent du côté du capital et des gens qui n'arrivent pas à finir le mois, et ça remonte, c'est pas nouveau, alors qu'ils sont travailleurs, alors qu'ils obéissent, alors qu'ils respectent la loi. Retour du communisme. Non, il n'y a pas à avoir une société communiste, c'est pas souhaitable. Il y a simplement à dire qu'à un moment, cette richesse, il y a des responsabilités qui vont avec. Et Bernard Arnault paye ses impôts en France, merci à lui, et heureusement. Mais l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, ça reste quand même un sport de riches, et c'est un sport qui est extrêmement pratiqué. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette tension sociale et qui va aller grandissante. On ne peut pas tolérer finalement cette séparation et le fait de dire que c'est normal, c'est comme ça, c'est la marche du monde. On fait quoi alors? On fait soit une révolution prolétarienne, et alors ça, vous ne le souhaitez pas. Ça a déjà été essayé. Ça a déjà été essayé. Ça n'a pas beaucoup marché. On n'a pas dépassé le seuil de la dictature du prolétariat. Voilà. Il faudrait dépasser pour ça la dictature du prolétariat. On peut aussi viser l'anarchisme et de l'autogestion dans chaque entreprise pour que la richesse soit mieux partagée. Oui, et où on peut, avec l'impôt, et c'est là où l'État, et je suis pas, et on est d'accord, l'État n'est pas forcément un bon redistributeur de richesse. Et donc l'impôt n'est pas forcément la garantie d'une meilleure qualité de vie, parce qu'on ne sait pas où va l'argent. Mais donc votre proposition, moi je vous l'ai dit, c'est une révolution prolétarienne, ma proposition. Là où je rejoins Sophie, c'est sur la simplification, c'est-à-dire le non-sens économique du raisonnement de certains qui pensent que par le classement Forbes, c'est l'argent qu'il a sur son compte en banque. Je vois une auditrice qui dit il paye pas d'impôts ou il paye 4% d'impôts. L'année dernière, LVMH a payé 5 milliards. 5 milliards sur 14 milliards de revenus. Il est un des rares à payer autant d'impôts. Donc, il produit des emplois. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'ai dit. Attendez, il y a 40 000 salariés directs en France. J'ai regardé les chiffres. Personnellement. 160 000 personnes qui travaillent indirectement pour LVMH. Il y a des. C'est ça. Donc, je veux dire, il fait fonctionner toute une économie. Personnellement, la famille Arnault, avec la financière à gage, s'est mis dans la poche 3 milliards. Dans la poche. Non. Ça, les 3 milliards, c'est perso. Le reste, évidemment, c'est de la valorisation. Mais les 3 milliards, c'est familial. Ils sont riches. Ils sont riches. Bah oui, mais ils investissent en effet, je veux dire, dans les... Ils sont très riches. Le musée, la fondation, les... Mais ce sont des grands mécènes également. Non, mais par contre, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Alexis. Moi, je suis... à un moment, il faut arrêter la démagogie. Je me dis que ces groupes, quand même, ils créent des emplois. Rien qu'en 2022, LVMH a créé plus de 20 000 emplois en France. Ce n'est pas rien. Après, là où je vous rejoins, il y a un vrai problème en France de niveau de salaire. Ça, c'est une réalité. Mais en tous les cas, j'en sais rien chez LVMH, mais en tous les cas, de manière globale, il y a un vrai problème de niveau de salaire. Et ça, je suis désolée, à un moment, il va falloir que cette redistribution, qui est une véritable redistribution des richesses créées par ces grands groupes, qui en réalité est mal faite. Donc il va falloir vraiment s'atteler à ça. Alors le gouvernement, il fait pas de l'immixtion dans les grandes sociétés, mais en tous les cas, il doit accompagner, pousser vers cela, vers l'augmentation des salaires, et notamment Bruno Le Maire parlait d'un dividende salarié. Pourquoi pas des trucs qui sont à la traîne. Mais ces inégalités-là, il va falloir les combler, parce que en effet, ça crée des tensions sociales extrêmement importantes en France. Et c'est pas tenable. Ergun Toparslan. Moi, j'ai jamais cru à la lutte des classes et à cette bataille qui a été théorisée par Marx pendant très longtemps, y compris par la gauche qui était contre cette théorisation-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur notamment le niveau de vie, le niveau de salaire et les craintes de nos concitoyens. Sans aller jusqu'à manifester devant les entreprises qui ont beaucoup d'actifs, beaucoup de capital, il faut effectivement qu'on ouvre une page, une discussion sur, certains diraient la redistribution des richesses, nous on parle plus majorité présidentielle avec du partage de la valeur. Donc c'est un sujet un peu plus vaste, mais sans pour autant remettre en cause le système mondial globalisé de l'économie de marché, parce que ceux qui ont un problème avec ça, derrière, on a eu des expériences passées qui ont fait que les alternatives n'étaient pas spécialement très bonnes, notamment pour les classes les plus qui sont plus en difficulté socialement. Donc aujourd'hui, nous, notre position politique, elle change pas par rapport au
marché globalisé ouvert. Mais derrière, puisqu'il faut politiquement faire des propositions sur la redistribution, sur l'impact, on va dire, de l'État dans la qualité de vie de nos concitoyens, oui, et là, effectivement, il y aura un gros enjeu, un gros débat des prochaines années. Et c'est Clément Beaune qui a dit qu'il allait avoir une consultation ou Gabriel Attal pour savoir où va l'argent de l'impôt. Parce que c'est très flou. C'est très flou. On a quand même un taux d'imposition énorme. Agnès Verdier-Molinier, l'état des lieux qu'elle fait de la France est absolument mais pas qu'elle. Enfin, si on regarde même la Cour des comptes, tout le monde voit bien qu'il y a beaucoup d'impôts en France et que les services publics sont de moins en moins qualitatifs. Regardez, on a parlé des crèches, on parle des hôpitaux. Les hôpitaux, évidemment. Les Français nous attendent là-dessus. Ils veulent une meilleure prestation dans l'éducation nationale, dans la santé. Et aujourd'hui, il faut être réaliste et on ne répond pas à cette attente. On se retrouve dans un instant. On va parler du Conseil constitutionnel. Enfin, que va-t-il c'est dingue. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? C'est Yves Théard qui dit un peu. Vous n'avez pas un compte à rebours H? Voilà. Je pense que les chaînes d'infos vont le faire. Moins 5 heures avant la décision. Voilà, c'est ça. Là, c'est le bon taux. On jette un sac. On jette une Bud Light. Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est évidemment le jour J au Conseil constitutionnel. Alors tout le monde y va de son petit commentaire, retoquer un peu, beaucoup, pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des conséquences politiques importantes, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Alexis Poulain. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on en arrive à être suspendu. Alors c'est là où on se dit finalement la France reste un pays extrêmement politique parce que quel pays au monde attend comme ça une décision du Conseil constitutionnel pour savoir ce qui va se passer après. Ça montre que on est un peu dans une impasse. On est dans une impasse évidemment, mais ça c'est une impasse qui a été choisie par le gouvernement parce que je pense qu'il y a eu à un moment un braquage qui s'est fait, le Front syndical qui a tenu, la stratégie du pourrissement qui n'a pas tenu, il y avait encore beaucoup de monde dans la rue hier, etc. Et donc on arrive à ce moment où il faut un juge de paix. Est-ce que le Conseil constitutionnel va faire le juge de paix ou va rajouter de l'huile sur le feu? C'est la question que tout le monde se pose. Quelle que soit la décision, ça mettra de l'huile sur le feu d'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. Maintenant, il y a un côté incroyable, c'est ce que je vous disais, c'est d'attendre cette décision comme l'élection d'un pape, quasiment. C'est comme le juge de ligne. C'est comme le juge de ligne de tennis. Où est la balle? Alors, laissez terminer, Alexis. Il a terminé. Non. La censure. C'est sympa le libéralisme. La parole est aux hommes. À l'homme. Parce qu'on dit le mansplaining, mais le Sophie de Mentos-plaining. La voix était tombée vers la fin. Voilà. Vous avez fini du coup. Voilà, évidemment. Non, mais je dis, voilà, la bonne nouvelle, c'est que la France reste un pays politique, et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, qui attend ce jugement? Je pense que les médias en ont fait un tel pataquès qu'on ne parle que de ça. Ils sont là, il va y avoir un compte à rebours, comme disait Valérie, le jour même. Parce que le Conseil constitutionnel, franchement, dans la rue, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. On est tous devenus, on est 66 millions de constitutionnels. Et maintenant, tout le monde connaît là, on a tous un avis sur ce qui est constitutionnel ou pas. Alors, il y avait juste un truc que je veux dire extrêmement court, c'est que d'abord, c'est retoquable, c'est-à-dire que tout le monde a analysé tous les... Les avocats ont dit que c'était possible de retoquer. Donc, moi je dis une seule chose, si le Conseil constitutionnel voulait avoir une bonne image, il supprime la loi et il devient le juge de paix le plus populaire de France. Oui, sauf que Emmanuel Macron est dans la merde pour parler tout ça, un peu trivialement. Oui, il l'est, mais il le sera encore plus. Ça veut dire qu'il ne pourra plus absolument rien faire, mais ce serait une porte de sortie. Vous voyez les choses comment? Patiemment, il faut. Oui. Mais ce que je trouve bien, c'est que notre peuple, qui est un peuple éminemment politique, retrouve quelques repères qui étaient importants et qu'on avait un peu oublié. Le repère, c'est que le monde syndical qui avait disparu après les Gilets jaunes revient un peu. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un intérêt à l'exercice parlementaire, malgré tout, avec une connaissance. Et maintenant, le Conseil constitutionnel, qui, dans son rôle, prendra une décision. Il a déjà pris des décisions qui allaient contre les lois. Il y a eu quelques lois qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel pour Emmanuel Macron. Donc calme et sérénité, en espérant que notre maturité politique nous permette de passer à une autre étape et que la rue accompagne favorablement la décision, quelle qu'elle soit. Ouais. Moi, par rapport à cette actualité, je partage l'avis de Laurent Berger, le président de la CFDT, c'est que ça laissera des traces.
cette réforme laissera des traces parce que même si lui dit bon, en tous les cas, notre syndicat respectera la décision du Conseil constitutionnel, il y aura moins de manifestations parce que les gens seront moins motivés à aller dans la rue, mais néanmoins la rancœur, elle sera là. Sauf les extrémistes. La rancœur, elle sera là. Après, oui, en effet, il y a les extrémistes. Puis la CGT, je pense que là, il y aura une fissuration au niveau des syndicats parce que la CGT, elle ne l'entend pas de la même manière que la CFDT. Elle estime qu'il va falloir continuer la mobilisation peut-être autrement, mais par des blocages. Après, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais en tous les cas, là, déjà, il y a une distinction qui se fait entre la CFDT et la CGT sur la suite à donner à la décision du Conseil constitutionnel. Mais dans tous les cas, il va falloir que le président de la République, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, se projette, voit comment il arrive à tourner cette page, parce qu'il y a d'autres réformes. Après, c'est plus à Ergun d'en parler, il est plus au courant que moi, mais il y a quand même d'autres projets de loi. Donc bon, il y a le projet de loi immigration qui a été reporté à une date ultérieure, mais il y a aussi le projet de loi sur la fin de vie. On en parle. Donc tout ça pour dire que là, je pense que le président de la République et la première ministre phosphore pour savoir comment au mieux tourner cette page même qui est extrêmement compliqué. Absolument. Ergun. Non, effectivement, il y a des. C'est pas une finalité. La réforme des retraites, c'est vrai qu'elle a été amenée en début du quinquennat, notamment aussi pour donner un souffle à la suite du quinquennat. On aurait espéré que ça. On aurait espéré. Il aurait fallu pour ça, je pense, un vote à l'Assemblée nationale, mais la majorité n'était pas respectée. Maintenant, pour les autres lois, il faut aller rechercher à chaque fois des majorités à l'Assemblée. On voit que ça se fait sur certaines propositions de loi. La proposition de loi sur. Majorité d'idées, on en rêve. Oui. Sur l'énergie. Mais regardez ce qui s'est passé hier, on l'a évoqué à l'ADEME, pour le président de l'ADEME, qui a été retoqué au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a quand même... Oui, les démissions, il y a 4 députés qui ont quitté aussi la majorité présidentielle. C'est clair que ça a été un grand moment d'éducation populaire, cette réforme des retraites, puisque 49.3, travail parlementaire, Conseil constitutionnel, etc. Mais c'est aussi un grand moment de bascule où finalement il y a déjà une défiance énorme dans les corps constitués, et ça va ne faire qu'empirer. C'est-à-dire que, comme le dit Laurent Berger, les traces, c'est quoi? C'est la défiance vis-à-vis du pouvoir en place. C'est le monde syndicaliste qui certes reprend des couleurs, mais avec une radicalité qui risque d'arriver et qui va faire une dichotomie entre la base et les centrales. Et puis c'est cette défiance populaire qui va ne faire que s'aggraver, parce que derrière il y a une question de représentativité qui se remet encore en place sur quelle loi vote-t-on, pour qui les vote-t-on, et pourquoi vouloir absolument se braquer quand on arrive à ce moment-là de démocratie populaire. À quoi sert l'Assemblée nationale? C'est-à-dire déjà, pas dans ma tête, mais dans la tête de certains, déjà, dans ce type d'élection, il y a un taux d'abstention quand même assez important. Alors quand c'était une élection partielle, je vous raconte même pas le taux d'abstention qui est simplement énorme, mais là, dans la tête d'un certain nombre de Français, ça veut dire, nous on vote pour un député, et on nous sort le 49.3, on va même pas au vote, donc en gros, à quoi sert notre député? Je pense que sans être jusqu'au boutiste, et ce qui nous a été reproché aussi, c'est qu'au final, on va arriver à un stade où c'est le respect au nom du cadre démocratique qu'on connaît dans notre pays, parce que au final, 49.3, pas 49.3, on a un cursus démocratique qui continue. Ensuite, c'est la vraie distinction, la vraie différence, ça va être, est-ce que la décision du Conseil constitutionnel va suffire et va sonner le gong de fin, ou est-ce que pour d'autres franges un peu plus radicalisées, ils vont aller dans la contestation et au final contester encore plus donc notre équilibre démocratique. Alors je crois qu'il ne faut pas confondre la démocratie et l'organisation institutionnelle. Aujourd'hui, c'est une crise institutionnelle, c'est-à-dire que la Ve République atteint ses limites avec ce régime ultra-présidentiel, avec on voit bien les débats au Parlement. C'est pareil. Non, oui. Alors chaque régime a ses limites, et là on atteint clairement la limite de la Ve. Et c'est pas la démocratie qui est en question. C'est plus intéressant de dire c'est une crise démocratique pour le coup. Souvent c'est ce qu'ils disaient. Mais c'est pas une crise démocratique. Pour moi, c'est une crise institutionnelle, parce que la démocratie va bien. La preuve,
il y a du monde dans la rue, il y a du monde qui s'intéresse au travail parlementaire, il y a au contraire davantage de gens qui s'intéressent au débat public. Ça, c'est la chose démocratique. Là où l'institution atteint sa limite, c'est dans le braquage présidentiel, c'est le fait qu'il y ait très peu de contre-pouvoirs, que le débat parlementaire soit raccourci dans le temps. Donc les parlementaires s'en sont plaints d'ailleurs en disant on n'a pas le temps finalement de débattre. Donc la vraie question, c'est est-ce que la 5e a vécu sa belle vie et qu'il faut passer à autre chose? Alors c'est vrai, en attendant, la question qui nous concerne tous, c'est qu'est-ce que va faire Macron demain matin? Et moi, j'étais à Matignon hier, voir les conseillers économiques parce que les entreprises sont très inquiètes. Et pourtant l'économie va bien. L'économie va très bien. L'économie, ça dépend des boîtes. On peut pas dire l'économie. Oui, il y a des boîtes qui souffrent énormément, qui disparaissent. Mais c'est pas le sujet. Que va-t-il faire? Ils ont trouvé l'idée brillante pour continuer à faire quelque chose, à faire une loi travail. Une loi. Le mot loi déjà donne de l'urticaire à tous les entrepreneurs quels qu'ils soient. Pourquoi la loi travail? Parce qu'ils vont donner des petits cadeaux, c'est-à-dire qu'on va taper sur les entrepreneurs pour donner une satisfaction à tous ceux qui étaient dans la rue pour la retraite. On raccourcit leur temps de travail, on rallonge leur temps de travail. Donc on va faire des efforts. Donc on va soit nous dire tiens pourquoi pas une semaine de 4 jours, soit une nouvelle taxe pour augmenter ceci, soit donc il va y avoir, et ça c'est dramatique parce que nous mourrons de ça. On ne laisse pas d'initiative. Les entreprises sont bien plus en avance que l'État sur ce qu'il faut faire. Les Français aiment leur boîte à 70%. Donc stop. Et là ils vont donner des gages. Et donc c'est encore l'entreprise qui va raquer. Allez, on va marquer une pause. On continue. J'ai oublié votre. Alors allez-y. Non, j'allais dire, il y a une nouvelle donnée dans tout ça, c'est qu'on est en train de battre les records de démission de CDI dans notre pays. Je crois plus de 500 000 la dernière année, ce qui est un pic historique. Donc il y a un sujet aussi des rapports de démission de CDI ou démission de CDI. Oui. Des démissions, ils s'en vont. Des démissions qui s'en vont. Oui. Mais ils s'en vont ou c'est les entreprises qui leur disent non, ils s'en vont. 500 000, c'est énorme, hein, c'est pas. Mais on leur dit mettez-vous à votre compte. Enfin, c'est arrivé beaucoup dans le journalisme. Ils n'aiment pas le cadre de l'entreprise. Post-Covid, il y a eu un pic là-dessus. Oui, mais est-ce que vous savez s'ils démissionnent ou ce sont les entreprises qui leur. Pardon ? On peut pas savoir sur 500 000, mais c'est des démissions de CDI. Voulues. Oui, c'est-à-dire qu'on avait un truc qui était génial, c'est l'auto-entrepreneur. À un moment, il a été dévoyé totalement. Et aujourd'hui, il a été dévoyé. Vous avez dans les médias, pardonnez-moi, en particulier dans les services même publics, vous dites, dans le maçon, qui vous dit, l'informaticien, mettez-vous à votre compte parce qu'on paiera moins de charges de part et d'autre. Et donc, il quitte l'entreprise, il se met à son compte, le patron continue à le payer, il a plus dans sa poche, le patron a moins à dépenser, et moyennant quoi ces gens-là n'auront pas de retraite ou peu. Donc c'est une erreur fondamentale. Et nous disons au mouvement éthique, arrêtez ça immédiatement. Il faut refaire un nouveau statut. Il y a vraiment ceux qui entreprennent, c'est autre chose. Mais arrêtons de mettre les gens à leur compte, entre guillemets, pour payer moins. Ça prouve que c'est trop cher. On se retrouve dans un instant. J'ai oublié votre coup de gueule, Ergun, parce qu'on est parti sur l'énergie de Sophie. Donc vous pourrez nous dire un mot de Sandrine Rousseau dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h. Alors, on a été emporté par l'énergie de Sophie de Menton et de son coup de gueule. Ce matin. Voilà. Ergun, donc, vous aviez, vous, un coup de gueule? Oui, mon coup de gueule, c'était à la suite du complément d'enquête d'hier soir sur France 2, qui avait fait un travail d'enquête autour de Sandrine Rousseau, notamment de quelques mensonges qu'elle aurait utilisés dans son ascension politique. Donc, Sandrine Rousseau, la déconstruction d'une ascension politique qui a commencé hier. En gros, où on a pu constater que sur plusieurs moments clés, notamment l'année dernière, en amont des présidentielles et pendant les législatives, elle a utilisé un peu les réseaux sociaux pour pouvoir tracer son chemin. Le premier mensonge qui a été vérifié, c'est que tout d'abord, elle s'est inscrite en utilisant un vrai faux document pour pouvoir voter au 13e arrondissement de Paris. Et ensuite, vous voulez qu'on écoute? On écoute hier Tristan Walex qui l'interview après le reportage. Ce que vous reproche souvent vos alliés politiques, c'est parfois de ne pas vous remettre en question, de dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, de réécrire un petit peu les histoires, de ne pas le reconnaître a posteriori. On l'a vu avec la bousculade, par exemple, d'Éric Piolle pendant la primaire. Enfin, et sur la bousculade, le lendemain, je fais un article dans Libération, le lendemain matin. Oui, mais le soir même, vous avez confirmé, alors que votre version était mise en doute, vous avez confirmé que vous aviez été bousculé par Éric Piolle. C'est quand même... Mais non, j'ai pas confirmé. Si, vous
avez fait un tweet pour le coup. Non, le tweet que vous avez montré qui était effacé, il y avait marqué ce n'est pas une invention. Voilà, parce qu'effectivement, votre version est mise en doute. Donc, un journaliste explique sur Twitter, Sandrine Rousseau assure avoir été bousculée par son adversaire à la primaire écolo d'Éric Piolle. Votre version est mise en doute. Et puis, vous tweetez. Il y a ça. Et puis, la deuxième partie, vous pouvez regarder ce complément d'enquête. La deuxième partie concerne un appartement dans lequel elle dit habiter dans le 13e, où elle n'a pas habité et où elle devait habiter pour pouvoir s'inscrire. Mais pourquoi on ne vire pas ces gens-là? Vous vous rendez compte l'image que ça donne? Ils sont impunis. Alors, justement, cet aspect qui était important, elle a prétendu avoir fait une sous-location dans le 13e arrondissement avec une attestation qui lui a permis de s'inscrire 2 jours avant la fin des inscriptions sur les listes électorales et voter dans le 13e arrondissement. Il y a également une enquête sur l'aspect où elle avait pointé du doigt, où elle voyait sur son non-élection à la présidence de l'Université de Lille, l'implication de Gérald Darmanin, avec des preuves qui n'existaient pas finalement, puisqu'ils ont contacté les personnes qui ont voté également. Donc après un parcours qui a été plus que tumultueux à l'Université de Lille, où les syndicats étudiants notamment pointé du doigt sa radicalité de façade. On constate depuis hier malheureusement que son exemplarité de façade aussi commence à se déconstruire. Ouais, c'est quand même. Mais il y a une sorte d'impunité. Oui, impunité absolue. Et moi je trouve que ça c'est terrible pour les gens qui votent, pour les gens qui font. Parce que l'image du monde politique, c'est énorme, ça a un retentissement. On parle pas de tous ceux qui bossent bien, parce que faut pas exagérer. Mais heureusement. Oui, mais on parle de ça. Oui, on parle que mais on parle de ce type de personnes d'ailleurs qui créent le buzz. C'est son fonds de commerce qui adore créer le buzz autour d'elle sur des choses anodines. Le steak qu'il faut pas manger ou excusez-moi, j'allais être vulgaire, des conneries comme ça. Mais l'attestation utilisée concernant son soi-disant logement dans le 13e, en fait, c'est un faux. C'est du pénal, non? C'est du pénal, c'est du faux usage de faux. J'ai bien peur. Donc je m'étonne que le parquet ne se soit pas saisi de cela ou qu'il n'y ait pas une plainte déposée. Alexis Poulain. S'il y avait que ça, j'ai envie de dire, parce qu'il a fallu attendre des mois pour qu'Anne Hidalgo publie aussi ses frais. On parle du fonds Marianne dévoyé par Marlène Schiappa pour les copains et les coquins, comme d'habitude. Enfin, on ne sait pas non plus. Non, mais si, c'est scandaleux en fait. En réalité, c'est qu'il y a une certaine impunité qui se fait jour avec des conflits d'intérêts, avec cette classe qui est censée être représentative, qui est censée aussi montrer l'exemple, et qui fait tout l'inverse et qui s'en sort. C'est-à-dire que voilà, c'est affaire après affaire, une affaire chasse l'autre, sauf que il faut que la justice passe aussi, parce que pour l'instant, vous évoquez Marlène Schiappa, on ne sait pas quel est son rôle pour l'instant. Ça c'est clair. On peut dire qu'on a beaucoup parlé de cette affaire. Il n'y a pas eu pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête. On va parler du fait qu'elle avait utilisé les listings du ministère pour faire la promotion de son livre. Enfin bref, le nombre d'affaires est juste stratosphérique. Non mais c'est aussi grave. L'Élysée qui a utilisé aussi le service courrier pour la présidentielle. Enfin bref, c'est-à-dire que il y a trop d'affaires pour qu'on arrive à suivre. La justice n'a pas les moyens de suivre toutes ces affaires. Trop longues. Ce qui se passe, c'est que vous avez un abstentionnisme qui ne fait qu'exploser. Vous avez une radicalité qui ne fait que grandir parce qu'il y a une défiance légitime des populations face à des représentants qui ne représentent pas grand-chose et qui ne montrent pas l'exemple. Et malheureusement, c'est encore pire, je crois, quand on est dans un parti qui passe son temps à faire la morale à tout le monde, d'être totalement amoral, parce que du coup, on se fait prendre à son propre jeu. C'est plus facile finalement d'être dans un parti qui n'a pas cet angle-là et dire oui, et alors non mais ce qui est terrible, c'est que c'est partout dans le monde. Il faut quand même le dire, partout dans le monde. Oui, partout dans le monde, bien sûr. C'est terrifiant. Oui, mais il y a une espèce de vertige. On est tiré vers le bas. Il n'y a pas de pays, sauf les pays totalitaires, qui en profitent d'ailleurs de façon scandaleuse, mais qui en profitent pour dire qu'on est en pleine décadence et qui justifient leur totalitarisme. C'est pour ça tout à l'heure vous parliez de crise institutionnelle. Vous parliez de crise institutionnelle, mais je pense aussi que comme Ergun, qu'il y a une crise morale, une crise démocratique, parce que cette crise démocratique, elle se base aussi sur la défiance vis-à-vis de nos gouvernants et de nos politiques, et elle est bien réelle. On parlait du taux d'abstention qui touche même les municipales, alors que le maire, c'était quand même l'élu le plus apprécié. Mais en tous les cas, il est apporteur de baffes, le maire. Mais tout ça pour dire que même le taux d'abstention touche des élections comme les municipales. Donc cette défiance, elle est générale, et ce type d'affaires n'arrange rien, c'est clair, au contraire. Oui, mais c'est à nous qu'il faut s'en prendre aussi. Oui.
nous-mêmes. Les réseaux sociaux. Non, mais je veux dire que nous avons un laxisme certain. Mais nous, on laisse faire, on n'éduque pas nos enfants. On n'est pas la justice. Il y a des journalistes qui enquêtent, Mediapart, là, il y a une affaire. Je suis d'accord, Valérie, mais nous sommes nous-mêmes très laxistes dans la société quotidienne. Nos enfants, on les défend toujours, ils font ce qu'ils veulent. La perte d'autorité, l'école. Moi, je suis d'accord avec Sophie par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, la fameuse phrase, la prime aux casseroles. Vous avez des mères qui, franchement, n'étaient pas exemplaire moralement. Donc, je pense que vous pouvez m'en citer quelques exemples. Je pense notamment à la mairie de Levallois-Perret et d'autres. Il n'y a pas que lui. Mais il n'y a pas que lui d'ailleurs. Paris, par exemple. Oui, exactement. Et pourtant, malgré tout, eh bien, les Français, les habitants de ces villes vont voter pour eux. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Attends, rappelez-vous le vote des morts à Paris. Tibéri. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Après, t'es adoré. C'est vrai, mais bien son travail. Voilà, on peut faire son travail correctement. Le problème, c'est demander des comptes. Oui, je pense qu'on a fait des progrès dans la transparence de la vie publique. Il y a la haute autorité à la transparence de la vie publique, sur la déclaration de patrimoine des élus, etc. On a quand même fait des progrès. Ça va lentement, depuis quand même je vous mens dans les yeux de Cahuzac, on a avancé, mais on voit bien que les représentants politiques sont des humains comme les autres, ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs oublis, ils jouent aussi avec ce système-là, mais on peut pas demander du jour au lendemain au lieu d'être de surfer sur la vague du populisme, d'être dans la transparence, l'exemplarité totale, il faut accepter cette part de nuance, cette part d'erreur que va avoir l'être humain. Et c'est ça le vrai danger politique. Dire que derrière mais donner les moyens à la justice de faire son travail, parce que derrière il y a aussi un manque de moyens cruels. Et encore, vous avez un gouvernement qui a vraiment augmenté considérablement le budget de la justice. 8%, 2 années consécutives, mais le retard est tel, mais je vais vous dire, le retard est tel que c'est difficilement visible. C'est une question de budget. C'est une question de budget. Quand j'ai interrogé une procureure qui me racontait que le matin, d'abord elle a des journées qui vont de 8h à 22h, si elle arrive le matin que la photocopieuse ne marche pas, qu'il faut la faire chauffer, qu'il n'y a pas de papier, c'est des... Le tribunal de Nanterre, j'étais choquée, j'avais une audience là-bas. Il y a une passerelle qui reliait un autre bâtiment et vous aviez un seau en plein milieu de cette passerelle qui recueillait l'eau de pluie, vous voyez, parce qu'il y avait des fuites partout. Et là, je me dis, certes, il y a une augmentation des budgets, il y a des créations de postes, de juges, de greffiers, etc. Mais il n'en demeure pas moins que, je suis redondante, mais le retard est tel que... Plus mauvais gestionnaire. Alors, Papendia, je voudrais qu'on en dise quelques mots. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas compris ce qu'il disait. Je suis désolée, j'ai lu son interview dans le Figaro ce matin. Donc, il précise les enjeux de l'accord avec l'enseignement catholique. Donc, il a eu une décision très bonne sur le harcèlement. On en a parlé hier avec Alexandra Spinner, c'est-à-dire de la mise à l'écart de l'enfant harceleur. Il y a des choses très bonnes. Mais alors, les annonces de la mixité sociale, donc il explique que ça a été retardé. Il dit, nous sommes dans les starting blocks, nous voulons agir sur le public qui scolarise la grande masse des élèves, 80%, et où les contrastes sociaux sont extrêmement forts. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il suffit de voir ce qui se passe à Paris dans d'autres villes, parfois inattendues. C'est sur ce public que nous avons les marges de manœuvre les plus importantes. Donc en gros, si je comprends bien, c'est d'obliger les enseignements privés catholiques à prendre des enfants issus de la diversité, issus d'une origine sociale défavorisée. Mais c'est pas très clair la manière dont il l'exprime, je trouve. Et surtout, il y a quand même un problème fondamental qui est que 30% des élèves arrivent en 6e sans savoir ni lire ni écrire et que les profs absents ne sont pas remplacés, qu'on a une pénurie d'enseignants. Enfin, est-ce que la mixité sociale est l'enjeu aujourd'hui c'est un des enjeux, mais est-ce que c'est l'enjeu prioritaire ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en réalité, ce qui est caché derrière, c'est qu'on a un souci macro dans notre pays, qui est le peuplement, où socialement, il y a une reproduction qui se fait dans certaines zones et qui fait que l'école de la République, l'école primaire, les collèges, qui était le lieu où on arrivait à rencontrer des personnes venues d'issues, de croyances, de ce que vous voulez différent, on arrivait à retrouver une certaine mixité. Et malheureusement, le constat qu'il y a, c'est que il y a de moins en moins de mixité dans beaucoup d'établissements. Et c'est vraiment l'école républicaine qui est l'usine de production des républicains ne fonctionne pas bien. Et donc on a tout intérêt. Quel aveu d'échec de dire c'est le privé qui va réussir la mixité sociale. Alors que l'école publique.
C'est un contrat. Bah non, c'est un état de fait. C'est dire, voilà, aujourd'hui. C'est un constat d'échec. Ça veut dire que la carte scolaire, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Bah non, évidemment que ça n'a pas fonctionné parce que ça s'impose pas la mixité en réalité. Ça s'impose pas parce que les parents ont des stratégies. Non, mais quand il y a une école en etc. banlieue et qu'il y a 95% de la même population, c'est celle-là qui est à l'école, donc il n'y a pas de mixité. Oui, mais vous avez eu les zones d'éducation prioritaire. Vous avez eu, enfin, ça n'arrête pas les plans sur plans. Enfin, c'est encore une fois le millefeuille administratif qui n'arrête pas. Et les rectorats savent très bien qu'il y a ce problème-là, mais c'est encore une fois un problème de moyens. C'est un problème d'élèves par classe. C'est un problème de niveau aussi globalement. On peut pas tolérer que 30% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. C'est pas possible. C'est intolérable en réalité. Alors il y a déjà eu à l'époque de Blanquer le paquet qui a été mis sur le primaire pour justement dire on va au moins faire en sorte qu'ils arrivent en 6e en sachant lire et écrire. On n'en voit pas les effets encore une fois. Et puis attention, c'est pas que le primaire parce que derrière quand vous avez une classe d'âge qui n'a pas les bases, vous n'allez pas avoir non plus la matière grise nécessaire pour que la France se projette dans les années futures. L'éducation, c'est prioritaire. Or, on voit très bien qu'il n'y a pas les moyens qui ont été mis, et c'est pas parce qu'on va encore une fois mettre un pansement sur une jambe de bois avec de la mixité qu'on va faire en sorte que. Alors comment on fait? Non, mais on parle aussi du niveau. C'est de l'investissement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment, il faut faire le choix prioritaire de l'éducation. Il faut donc réformer d'abord l'État qui dépense horriblement. Non, mais on parle du niveau des élèves, mais je rappelle aussi le niveau des enseignants. Et en plus, franchement, je leur jette pas la pierre. C'est parce qu'en matière de formation, eh bien, on a réduit le nombre d'heures de formation. Et on revient au salaire. On revient au salaire. Qui a envie d'être prof aujourd'hui ? Exactement, en termes d'attractivité, vous disiez Valérie, les salaires, mais je pense qu'au niveau européen, on fait partie, c'est le niveau des salaires le plus bas chez les enseignants. Donc, je pense que le problème, il est global. Et vous parliez très justement, Sophie, je reviens sur les villes ghettoisées. Oui, il y a des villes ghettoisées, et du coup, ça se traduit aussi dans les écoles. Souvenez-vous de cette terrible phrase de cette maman qui rencontre Emmanuel Macron, qui faisait, je sais plus, c'était dans quelle ville de banlieue, où cette femme sort cette terrible phrase, mais mon fils, il pense que Pierre n'existe que dans les ouvrages. Oui, que le prénom Pierre. C'est un aveu. Le prénom Pierre n'existe. Oui, le prénom Pierre n'existe que dans les ouvrages. Mais il y a une vraie question. Mais qu'est-ce qu'on fait des écoles qui sont dans ces zones d'éducation prioritaire? Comment est-ce que vous amenez une mixité dans ces écoles-là? C'est ça qui est horriblement compliqué. Mais ça veut dire qu'on va fermer ces écoles-là et on va envoyer les enfants dans le 16e, dans le 8e, dans le. Il faut une part de modification de la carte scolaire. Je pense que c'est indéniable. Mais le vrai sujet, je pense qu'on tourne autour du pot et ça fait très mal parce que ça va coûter encore plus cher qu'une réforme de l'éducation nationale. C'est le sujet du peuplement. Notre organisation, notre schéma de ville et la proposition d'offres de logements pas chers qu'on a à l'extérieur de ville fait que fatalement, socialement, il y a une reproduction qui se fait. Et ça, c'est pas tolérable. Et aujourd'hui, on a des distances de plus en plus longues. Là, un gosse ne va pas faire 25 minutes de bus pour aller à l'école maternelle ou en primaire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ces débats. On se retrouve dans un instant avec Cécile Bois dans l'émission Média.